Bonjour à tous. Je pense qu'on est à peu près au complet, on est plus de 100 et ça se stabilise pas mal. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de présenter les travaux réalisés au cours de mon mémoire, donc qui s'intitule Contrôle et transparence des modèles complexes en actuariat. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat et je pense que je répondrai plutôt à la fin parce que pour pas embrouiller le webinaire. Donc, je disais que ça porte de mon mémoire. Les mots-clés de mémoire, c'est contrôle et transparence, donc qui font allusion à l'interprétabilité et l'explicabilité. Et quand on parle de modèles complexes, ça sera dans ce cadre-ci des modèles de machine learning. Donc, on considère souvent comme des boîtes noires et des modèles compliqués qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, l'objectif et l'enjeu de ces mémoires, c'est de les rendre transparents et de montrer qu'il est possible d'en avoir une interprétation et un meilleur contrôle. Mon mémoire s'est articulé dans une première partie beaucoup sur les méthodes théoriques qui existent, donc qui sont peu connues dans le milieu de l'actuariat. Et l'idée était ensuite de réaliser une application actuarielle des différentes méthodes qu'on a pu étudier. L'application actuarielle qui a été retenue, c'est la tarification automobile. Donc, c'est une méthode qui a été retenue, mais ça aurait pu être une autre. C'est juste que c'était la facilité de trouver une base de données publique en tarification auto. Donc, c'était plus simple que dans d'autres domaines. Et donc, l'enjeu était de mettre en place un modèle plus classique, donc de type GLM ou GAM, et de le comparer à un modèle plus complexe. Donc, nous, on a retenu avec GBoost, mais ça aurait pu être n'importe quel autre modèle complexe. Et l'idée était de montrer qu'on pouvait éventuellement avoir des meilleures performances et garder le contrôle sur ce modèle. Donc, le plan de ma présentation va être le suivant. Oui, c'est bon. Alors, tout d'abord, il y aura une petite introduction donc, sur la notion d'interprétation et de transparence, avec notamment une convergence de l'actuariat ces dernières années vers la data science. Et on verra également les différentes formes d'interprétabilité d'un modèle qui existe. En seconde partie, donc, on va rentrer dans le détail un peu plus technique de ces méthodes, et j'en ai retenu notamment trois, donc une méthode générale et deux méthodes qui sont les plus réputées à l'heure actuelle dans le domaine de l'interprétation, à savoir LIME et SHAP. Enfin, donc on va rentrer dans, comme j'ai expliqué avant, il y a une application actuarielle qui va être donc dans le cadre de la tarification automobile, avec la mise en place des deux modèles que j'ai mentionnés avant, une comparaison des résultats et une interprétation du modèle XGBoost qui est considéré donc comme boîte noire, comme je dis. Et enfin, une conclusion et ouverture sur le sujet de la transparence. Donc, on va voir tout d'abord la convergence du machine learning en actuariat, puis la notion de réglementation et de transparence qui se développe ces dernières années, et enfin le cadre de la présentation. Donc, comme je disais, on observe ces dernières années une prolifération de méthodes portées sur la data science en actuariat, donc que ce soit au niveau de la formation ou au niveau des mémoires ou des différentes études actuarielles qui peuvent être faites. Ces dernières années, on voit beaucoup de sujets portés sur le machine learning. Donc, ces nouvelles méthodes arrivent notamment parce qu'on voit qu'elles peuvent permettre un gain de performance et de précision donc dans de nombreux domaines, que ce soit tarification, provisionnement ou bien d'autres. Donc, même si elles ne sont pas forcément encore développées pleinement en entreprise et en production, il y a quand même un intérêt notable sur ces méthodes innovantes. On voit donc qu'à l'arrivée de ces nouvelles méthodes complexes qui peuvent permettre une précision. Cette précision est peut-être un besoin majeur pour l'assureur, notamment dans un contexte concurrentiel, donc notamment pour éviter l'antisélection. Il est important donc, de modéliser le plus finement la sinistralité. Et enfin, donc, on voit l'arrivée de nouveaux acteurs, que ce soit les AssureTech qui, eux, utilisent justement ces nouvelles technologies, ou les GAFA qui veulent s'insérer sur le marché de l'assurance. Donc, il est important pour les assureurs de garder un œil sur ces méthodes innovantes et de toujours modéliser le plus finement la sinistralité. Et enfin, dernièrement, on voit ces dernières années que le sujet de la transparence devient prépondérant, donc en dehors de l'actuariat, mais de manière plus générale. On a l'impression que ces modèles complexes se font au détriment de l'interprétation et de l'interprétabilité. Donc, il y a des lois, une réglementation qui vont dans cette direction et qui imposent de la transparence. Donc, on va le détailler au slide suivant. Et donc, généralement, avant l'arrivée de ces méthodes d'interprétation, on avait l'impression qu'il y avait un compromis à faire entre précision et interprétabilité. Et enfin, donc, comme le montre le graphique en bas à droite, on a une
une tendance exponentielle des recherches sur le sujet de l'IML, donc du machine learning interprétable ces dernières années. Donc, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur. Comme je disais, il y a la réglementation qui impose cette transparence, donc que ce soit au niveau du RGPD, qui impose donc un droit à l'explication et une non-discrimination, ou la CPR dans le cadre de l'assurance qui se doit donc de protéger le client, et donc l'assureur doit être capable de justifier les décisions qu'il prend et ne pas transférer la responsabilité à la machine. Donc, il y a notamment une publication qui a été faite en 2020, donc après mon mémoire, sur ce sujet de la transparence et de la gouvernance des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, en dehors de la réglementation, comprendre et interpréter les modèles permettra de générer plus de confiance. Et donc, on observe très souvent en entreprise une certaine réticence des utilisateurs métiers sur le machine learning. On a l'impression que c'est impossible à mettre en production, trop compliqué, et on a une sorte de boîte noire qu'on ne comprend pas. Et donc, fournir des outils d'interprétation peut être utile pour générer plus de confiance. Et enfin, donc, la confiance ou le fait d'être plus transparent peut également réduire les biais moraux et éthiques, donc, qui est en lien avec la CPR et le RGPD. Il y a de nombreux articles qui sont sortis pour essayer de définir l'interprétabilité, qu'est-ce qui rend un modèle transparent. Donc, il y a notamment 3 termes qui reviennent couramment pour essayer de comprendre pourquoi un modèle est facilement compréhensible. Donc, il y a le fait qu'il soit parcimonieux, le fait qu'il y ait peu de variables utilisées. Et donc, il y a notamment des comparaisons qui sont faites. Est-ce qu'un modèle linéaire avec plein de variables est nécessairement plus interprétable qu'un réseau de neurones avec peu de variables? Donc, il y a ce débat-là qui revient souvent dans le cadre de l'interprétabilité des modèles. Il y a la notion de simulabilité. Est-ce qu'on est capable de reproduire la prise de décision de l'algorithme? Donc, par exemple, pour les modèles les plus classiques comme les arbres de décision ou les règles de décision, on peut reproduire le schéma et l'algorithme. Donc, c'est un modèle qui est intrinsèquement interprétable. Et enfin, il y a une histoire de modularité qui est le fait de pouvoir expliquer une portion de l'algorithme, que ce soit les nœuds dans les arbres de décision ou les coefficients d'une régression linéaire. Tout ça sont des éléments qui permettent de comprendre le modèle et de l'interpréter. De ma présentation va être dans le cadre où on suppose qu'on aura toujours on a une base de données, on a mis en place un algorithme de machine learning supervisé, donc ça peut être une régression linéaire ou un modèle compliqué, typique GBoost, réseau de neurones ou autre. Et donc, ce qui est généralement étudié à la fin, c'est une métrique d'évaluation, donc par exemple un MSE ou autre. On calcule un taux d'erreur sur ces données. Et nous, on va ajouter une phase en plus qui est d'interprétation et de comprendre pourquoi le modèle va donner telle sortie. Et enfin, dans le cadre des méthodes d'interprétation, il en existe de nombreuses. Nous, on s'est réduit aux méthodes agnostiques, donc qui sont indépendantes du modèle considéré, c'est-à-dire qu'on pourra appliquer ces méthodes indépendamment du modèle étudié et ne sont pas spécifiques, par exemple à des modèles basés sur des arbres ou autres. C'est des méthodes qui sont post-hoc, donc c'est une fois que le modèle est ajusté. Et enfin, on va étudier à la fois des méthodes globales, locales ou régionales, donc on va rentrer dans le détail après. Donc, sur les différentes méthodes d'interprétation que je souhaitais présenter, donc je vais d'abord présenter les méthodes les plus, entre guillemets, les plus faciles et les plus courantes, donc à savoir les graphiques de dépendance partielle et ALE. Et ensuite, on verra 2 méthodes un peu plus complexes, mais très répandues pour les méthodes d'interprétation, à savoir LIME et SHAP. Donc, tout d'abord, le graphique de dépendance partielle, c'était une des premières méthodes qui existe. C'était même pas introduit dans le cadre de l'interprétation des modèles. C'est un outil qui est courant, mais qui a permis également maintenant d'interpréter les modèles. Donc, l'idée, elle est très simple. Donc, sans rentrer dans le détail des formules, l'idée, c'est de comprendre l'effet marginal moyen d'une variable explicative. Donc, on a plusieurs variables dans notre base de données. On a le modèle qui fournit une sortie et on essaye de comprendre le rôle de cette variable lorsqu'on la modifie sur la sortie. Donc, il y a une approximation qui est faite en faisant des moyennes sur toutes les prédictions en changeant un peu le paramètre de cette variable. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est très facile, très intuitif et facile à interpréter. On comprend très bien ce qui se passe. On peut également voir que si la courbe est plate, globalement, la variable aura peu d'importance.
L'inconvénient majeur de cette méthode, c'est qu'elle ne tient pas compte de la distribution des variables explicatives, et donc on peut se retrouver avec des variables qui sont corrélées entre elles, mais qui ne peuvent pas être étudiées dans la réalité. Et enfin, donc, ça masque les effets hétérogènes, vu que c'est une moyenne. S'il y a des effets hétérogènes au sein du modèle, ils vont être masqués par ce graphique de dépendance partielle. Et enfin, donc l'ALE, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais c'est globalement la même chose que le PDP, avec une formule bien plus complexe. Mais l'idée, en fait, c'est de corriger ce problème du PDP qui ne tient pas compte de la distribution des variables explicatives. Et donc, ça va permettre donc, de pouvoir appliquer ce PDP, mais avec des variables qui sont corrélées entre elles. Donc, bilan, en fait, bien que le graphique de dépendance partielle, donc PDP, soit le plus répandu dans la littérature, l'ALE est à privilégier dans toute situation. Donc, j'ai mis un petit exemple introductif pour bien comprendre comment marche le graphique de dépendance partielle. Donc là, on a à faire un exemple simulatoire. Donc, le modèle est quelque chose de parfaitement défini. Ce n'est pas vraiment un modèle de machine learning. Donc, on voit la sortie Y en fonction de trois variables x1, x2, x3. Et là, on a représenté l'évolution de Y en fonction d'une des variables, donc ici x2. Et donc, on voit, on voit très bien avec cette courbe comment se comporte x2 par rapport à Y. Mais on voit que du coup, le graphique de dépendance partielle, vu que lui, il fait une moyenne, et il va représenter un effet nul de cette variable parce qu'il masque ses effets hétérogènes. Enfin, imaginons qu'on prend une base de données réelle. Donc là, c'est le nombre de vélos loués par jour en fonction de variables, que ce soit la saison, température ou vitesse du vent. Eh bien, le graphique de dépendance partielle va renvoyer des courbes comme celle-ci. Donc, on voit par exemple que plus il va faire chaud, plus le nombre de vélos loués prédit sera élevé, plus ça sera humide ou plus il y aura de vent, moins de vélos seront loués dans la journée. Donc, c'est ces outils-là qui permettent d'avoir une première approche et une première compréhension du modèle. Donc, au niveau global ici, parce qu'on comprend globalement comment se passe le modèle, mais on ne capte pas tous les détails et toutes les interactions qu'ils peuvent avoir. Un autre exemple qu'on voit ici, c'est pour montrer l'intérêt de l'ALE face au PDP. Donc, je disais en fait tout à l'heure que l'ALE permet de gommer le problème du graphique de dépendance partielle et de pouvoir marcher même quand les variables sont corrélées. Donc ici, on a pris un modèle simple où en fait, on a pris deux variables très corrélées entre elles, x1 et x2. Donc, on voit le nuage de points en bas à gauche. Et en fait, on voit que la zone en bleu foncé en bas à droite du graphique n'est jamais représentée dans la base d'apprentissage. Parce qu'en fait, les variables x1 et x2 sont corrélées entre elles. Et donc, on ne va jamais pouvoir se retrouver dans ce petit carré bleu. Mais le problème, c'est que le graphique de dépendance partielle, lui, va faire une moyenne sur tout ce qui, en faisant varier des paramètres, sans tenir compte de la distribution de ces variables. Et donc, on voit qu'il va y avoir un décrochage qui s'opère au niveau de cette zone bleue dans le graphique, alors que l'ALE, vu que lui, il tient compte de la corrélation entre les variables, et lui, il va bien renvoyer la droite comme on le souhaitait. Donc, c'est un exemple qui montre cet intérêt de l'ALE. Il y a également eu d'autres études qui ont été faites, donc on ne va pas rentrer dans les détails de cette sensibilité, mais l'idée était d'appliquer sur un modèle, donc réseau de neurones, des graphiques ALE et de dépendance partielle, et de voir lequel était le plus stable. Donc, il en ressort que le graphique d'ALE est bien plus stable. Donc, encore un nouvel intérêt de l'ALE face au graphique de dépendance partielle. Donc là, on a vu deux premiers outils qui permettent une compréhension globale du modèle. Là, on va rentrer dans des méthodes qui permettent une compréhension locale du modèle, à savoir Lime et SHAP, et on va donc détailler ces deux méthodes. Donc, tout d'abord, Lime, c'était une méthode qui est apparue vers 2016 et qui est une des premières qui a contribué aux recherches sur l'interprétation des modèles. Donc, l'idée, en fait, c'est de considérer, on est dans le cadre, on a toujours un modèle de type boîte noire qui est ajusté. Et l'idée, c'est de considérer qu'au niveau d'une instance, au niveau d'un point, le modèle complexe se comporte comme un modèle linéaire. Et donc, l'idée va être, au niveau de chaque instance, c'est d'ajuster un modèle linéaire qui approxime le comportement local de ce modèle au niveau de ce point. Donc, pour mieux comprendre, on peut regarder le graphique en bas à gauche. Donc là, on est dans un cadre de classification. La zone rouge, c'est lorsque le modèle prédit 1
et la zone bleue, c'est lorsque le modèle prédit 0. Les points rouges, donc c'est la base d'apprentissage, donc c'est les points qu'on a dans notre base d'apprentissage, et les points bleus également, mais lorsque le modèle prédit 0. La croix rouge en gras, c'est celle qu'on va vouloir expliquer. On va essayer de comprendre pourquoi le modèle a renvoyé donc 0 ici. Et donc l'idée, c'est d'approcher ce comportement du modèle, donc on voit qu'il est assez complexe, par une régression linéaire. Donc c'est les pointillés gris qu'on voit, c'est l'approximation au niveau de ce point comme un modèle linéaire. Et donc, on voit à peu près qu'on arrive à reproduire cette frontière et approcher le comportement du modèle de manière assez claire. Et donc, c'est un outil donc, qui permet donc, de mieux comprendre pourquoi un modèle a fait telle prédiction pour une variable. Donc, l'intérêt majeur de Lime, c'est qu'il me permet des explications claires et concises, parce qu'en fait, on a juste une régression linéaire, donc qui est très simple à ajuster, et on peut faire on peut mettre des pénalités, faire des régressions de type lasso pour avoir des modèles parcimonieux et une interprétation très claire du modèle. Et ça fonctionne à la fois pour les tableaux, le texte et les images. Un autre exemple que je fournis ici, c'est dans le cas de la base de données Titanic, qui est très, très utilisée en data science. Donc, on est dans le cas où on a une personne qui est donc sexe égale 0, c'est que c'est un homme, je crois. Il a un âge qui est plus petit que 20 ans et il est de classe sociale 2. Et donc, le modèle a prédit une chance de survie de 40%. Eh bien, Lime va expliquer pourquoi le modèle est arrivé à cette probabilité de 40%. Donc, le fait qu'il soit un homme a augmenté sa probabilité, a diminué sa probabilité de survie, alors que le fait qu'il soit jeune et qu'il soit de classe sociale 2 a augmenté, et on voit donc les poids qui sont représentés de chacune des variables. Donc, c'est un outil qui permet vraiment de comprendre localement l'importance de chaque variable et pourquoi le modèle a fait telle prédiction. La deuxième méthode, donc très répandue pour l'interprétation locale d'un modèle, c'est les valeurs de Shapley. Donc, on dit plus couramment SHAP pour les méthodes d'interprétation. Donc, en fait, il repose sur une théorie mathématique en théorie la théorie des jeux. Et en fait, il a la même idée que Lime, c'est de renvoyer donc, au niveau d'une explication d'un modèle, pardon, je reformule. Lorsque le modèle fait une prédiction, on va essayer de comprendre pourquoi il a renvoyé cette prédiction et on va attribuer un poids à chacune des variables au sein de cette prédiction. Et donc, l'idée derrière cette théorie mathématique, c'est que ça renvoie une contribution juste de chaque variable et on peut donc expliquer quelle variable a contribué positivement ou négativement dans la prédiction. Donc, si on reprend, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail de la formule, mais en tout cas, c'est basé sur une théorie mathématique solide et qui se généralise très bien dans le cadre d'un modèle de machine learning. Si on reprend l'exemple de Titanic ici, et au même titre que Lime, on va pouvoir expliquer pourquoi là, le modèle a prédit 56% de chance de survie. Il va dire le fait que ce soit un homme a diminué sa probabilité de survie, alors que le fait qu'il soit âgé de 8 ans, qu'il soit de classe sociale 1, etc., a augmenté sa probabilité de survie. Et donc, avec ça, on peut créer une décomposition de chaque variable et comprendre comment le modèle est arrivé à telle prédiction. Donc, un des inconvénients majeurs, c'est que ça ne permet pas d'explication parcimonieuse parce que la théorie derrière repose sur l'utilisation de chacune des variables, tandis que Lime, on peut choisir de retenir que 3, 4 variables et d'avoir des explications beaucoup plus simples et parcimonieuses. Un léger comparatif entre ces deux méthodes. Donc, l'avantage majeur de Lime, c'est qu'il est rapide parce qu'ajuster une régression linéaire, on sait très bien le faire et c'est très rapide. Alors que SHAP, quand on voit la formule d'avant, en fait, il y a tellement de combinaisons à prendre en compte, on est obligé de faire une approximation dès qu'on a plus de 3 ou 4 variables. C'est un temps qui est colossal en calcul, et donc il y a des approximations à faire. Il y a d'autres inconvénients qu'on peut citer, que ce soit l'instabilité des explications fournies. Donc, il y a de nombreux articles qui montrent que dans certains cas, Lime et SHAP sont instables. Donc, on verra des exemples juste après. L'autre inconvénient majeur de Lime, c'est qu'il ne repose pas forcément sur une théorie mathématique, mais sur une intuition de bon sens. Et vouloir ajuster localement un modèle en considérant qu'il est linéaire, ça peut faire sens localement, mais ce n'est pas basé comme SHAP sur une vraie théorie mathématique qui a un sens derrière. Et l'autre inconvénient de SHAP, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne soit pas parcimonieux, qu'il nécessite le calcul pour chaque variable, et donc qui rajoute également du temps de calcul. Donc voilà, quelques limites, donc on va passer rapidement, mais pour montrer que ces méthodes sont les plus utilisées aujourd'hui,
mais ont quand même des limites et que de nombreux articles sortent tous les jours pour essayer de gommer ces défauts. Donc, lorsqu'on approche localement donc, le modèle, il y a un choix de noyau à faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour mesurer en gros les distances. Plus un point va être proche de l'instance qu'on cherche à expliquer, plus il aura un point important dans la prédiction, vu qu'on veut approcher localement le modèle. Et donc, on voit que le choix de ce noyau peut avoir un impact important sur la régression linéaire qui est ajustée ensuite, et que donc ça crée une instabilité. Donc, ce choix de noyau est important. On voit également que pour le Lyme, donc ça, c'est il faut choisir un voisinage. On va regarder tous les points à proximité du point d'intérêt et on va construire un voisinage autour de ce point. Il y a des articles qui montrent que ce voisinage n'est pas pertinent et donc il y a d'autres alternatives qui sont proposées. Mais on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est pour montrer qu'il y a des limites à ces méthodes. Et enfin, donc, d'autres exemples simulatoires qui montrent que les résultats fournis par Lyme peuvent être très instables. Et donc, ça peut créer. Donc, le but, c'est de comprendre le modèle, mais au final, on utilise des méthodes qui sont encore, qui peuvent avoir des limites. Et donc, on va dire qu'on peut avoir une interprétation biaisée et fausse des résultats. Donc voilà, j'ai présenté différentes méthodes d'interprétation qui existent et on va maintenant voir l'application en tarification automobile. Donc, tout d'abord, on va avoir quelques généralités sur la tarification automobile. On verra ensuite, on va présenter la base de données et les ajustements des deux modèles qu'on a appliqués. Et enfin, on va voir cette phase d'interprétation des modèles. Donc, on va passer également rapidement sur ce slide, mais l'idée, c'est de rappeler comment se passe la modélisation en tarification automobile. Donc, il y a généralement une modélisation indépendante de la sévérité et de la fréquence. Et donc, ici, vu qu'en fréquence, on a beaucoup plus de données disponibles, on va surtout s'intéresser à cette modélisation en fréquence. Donc, les outils qui sont généralement utilisés, c'est un GLM ou un GAM, avec souvent une hypothèse de loi de Poisson ou binomiale négative. Il y a des variantes, mais les résultats sont souvent proches. Et donc, nous, on a essayé d'étudier tous les modèles de machine learning possibles et voir lequel était le plus pertinent pour cette base de données. Donc, on est arrivé à la conclusion que le XGBoost donnait les meilleures performances. Donc, sans rentrer dans le détail du XGBoost, il a notamment cette particularité qu'il a beaucoup de paramètres qui permettent d'optimiser le plus finement les performances, et il est également assez rapide à exécuter. Donc, c'est ce modèle-là qui a été retenu pour notre base de données. Donc, voilà quelques courbes descriptives de cette base de données. Donc, on avait des données de puissance du véhicule, de type d'essence, diesel ou non, les régions, etc., le bonus-malus. Et donc, on voit par exemple sur la carte en bas à droite que la fréquence de sinistre par région est la plus élevée en Corse et en Île-de-France notamment. On peut voir que la majorité des gens, donc je crois que c'est 10% des gens ont eu un sinistre et que 90% ont eu 0 sinistre au cours de l'année. Et enfin, on a aussi la répartition de l'exposition. On voit qu'on a aussi certaines personnes qui sont juste en location avec une exposition très faible. Donc voilà. Également d'autres courbes descriptives des données. Donc en bas à gauche, ça a été une étude des corrélations entre les différentes variables. Donc on voit notamment que la densité et la variable area sont très corrélées parce que c'est quasiment la même information au final. Et on voit également que le bonus-malus et l'âge du conducteur sont inversement proportionnels, inversement corrélés, pardon. Donc globalement, plus on est jeune, plus on a un bonus-malus élevé. C'est ça en gros que nous donne cette courbe. Donc là, on a vu rapidement la base de données. Donc ensuite, on a voulu ajuster tout d'abord le modèle le plus classique, à savoir le GLM. Donc, le modèle final qui a été retenu, c'est en retirant la variable area, vu qu'en fait, elle n'apportait pas plus d'informations que la variable densité. Donc, pour rappeler pourquoi un GLM est facile à comprendre, c'est qu'à partir en fait, des coefficients qu'on obtient, on peut très facilement décomposer la prédiction et comprendre pourquoi le modèle a renvoyé telle valeur. Donc là, on a mis un exemple où, par exemple, la personne a un bonus-malus de 150, une puissance de 2, etc. Et on peut construire le cheminement
de la prédiction et comprendre comment le modèle est arrivé à cette valeur. Donc, on a ensuite voulu vérifier que toutes les méthodes que je vous ai présentées avant pouvaient s'appliquer au GLM et étaient cohérentes, même si elles ne sont pas utiles parce qu'on comprend déjà le modèle intrinsèquement. On voulait juste vérifier la cohérence de ces méthodes sur un modèle qu'on maîtrise parfaitement, à savoir le GLM. Donc, tout d'abord, je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais on peut aussi étudier l'importance des variables. Il y a une méthode qui s'appelle PFI qui permet pour tout modèle de renvoyer une importance globale des variables. Donc, on a vérifié que par rapport à la T statistique qui est renvoyée donc, par le GLM, on avait une cohérence de ces valeurs. Donc, c'est bien vérifié sur le graphique en haut à droite. On a ensuite fait les graphiques donc, de PDP ou ALE. Et donc, on voit que avoir l'information du PDP ou les coefficients du GLM, ça fournit la même information à une translation près. Donc, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Et enfin, je n'ai pas détaillé ce point, mais on a également un autre outil qui s'appelle les courbes ICE, qui en fait généralise la PDP pour toutes les variables. Donc, en fait, ça ne va plus renvoyer une seule courbe, mais une courbe par variable. Et en fait, lorsque ces courbes sont translatées, cela montre qu'il n'y a pas d'interaction entre les variables. C'est bien ce qu'on observe ici. Donc, des courbes translatées, donc pas d'interaction entre les variables. Et enfin, donc l'analyse locale, donc que ce soit line ou chap, elle n'est pas nécessaire parce que, comme je disais, les seuls coefficients du GLM suffisent à le comprendre. Donc, on a ensuite procédé à une petite comparaison des prédictions des deux modèles. Donc, on avait étudié d'autres modèles, un arbre de décision et un réseau de neurones, on avait également étudié. Donc, globalement, le XGBoost nous a permis d'avoir un gain de l'ordre de 3% lorsqu'on regarde le critère de déviance. Voilà. Il est difficile d'améliorer sensiblement les performances, mais un gain de 3% est quand même non négligeable. Donc ensuite, une fois avoir bien compris le GLM, donc, on le comprenait déjà, mais vérifier que les outils qu'on connaît sont cohérents avec l'interprétation du GLM, on a appliqué ces méthodes-là sur le XGBoost que lui, on ne comprend pas au premier abord. Donc, tout d'abord, l'importance des variables. Donc, on a pu comparer et voir donc, le XGBoost, pourquoi il renvoyait, quelle variable jouait un rôle prépondérant. Donc, on voit ici que c'est l'âge du véhicule qui est prépondérant, ainsi que la marque. On a ensuite vérifié, donc, essayer de comprendre donc, le rôle marginal de chaque variable. Donc, on a ici représenté l'âge du conducteur, la densité, l'âge du véhicule et le bonus-malus. Donc, on retrouve par exemple pour l'âge du conducteur cette fameuse courbe en U qu'on connaît, donc qui nous conforte dans l'idée que le modèle a bien capté cette forme de courbe. Pour la densité, donc, on retrouve également globalement, plus la région est dense, plus il y aura d'accidents. Donc, c'est en accord avec les analyses préliminaires qu'on a pu faire. Et pareil pour le bonus-malus, on observe une croissance. Donc, plus le bonus-malus est important, plus le risque de sinistre est important. Ensuite, donc, il y a un autre outil dont je n'ai pas parlé avant, mais qui s'appelle la H-statistique, qui permet donc de quantifier l'interaction entre deux variables. Donc, ça renvoie un coefficient, et plus ce coefficient est élevé, plus l'interaction est importante entre ces variables. Donc, on voit notamment que les interactions les plus importantes qu'on observe dans ce modèle, c'est l'âge du conducteur et la puissance du véhicule, la puissance et le type d'essence, et la puissance et le bonus-malus. Donc, ces interactions-là, dans le cadre d'un GLM, elles sont à 0 parce qu'il n'y a pas d'interaction au sein d'un GLM. Enfin, donc, on peut également représenter les courbes ICE comme je citais précédemment. Donc, contrairement au GLM où tout était translaté, ce n'est plus le cas ici. On voit bien qu'il y a des modèles des phénomènes plus complexes et des interactions qui s'opèrent. La courbe en haut permet de comprendre qu'il y a un effet croisé de l'âge du conducteur et de la puissance. On voit notamment que la courbe bleue a une pente plus importante que la courbe noire qui est ce graphique de dépendance partielle. Donc, on observe bien ce phénomène d'interaction entre l'âge du conducteur et la puissance du véhicule. Enfin, d'autres courbes qui permettent de mettre en exergue ces interactions. Donc, le graphique en haut à droite représente l'âge du conducteur en fonction, l'âge du véhicule, en fonction de l'âge du conducteur. Et donc, on voit bien cet effet croisé que lorsqu'on a un véhicule qui a environ 10 ans et qu'on est un conducteur jeune, donc entre 18 et 33 ans, on a cette courbe qui est beaucoup plus marquée en rouge.
Donc, ça montre d'un effet croisé du fait qu'on soit jeune et qu'on ait un véhicule qui soit peu récent. Donc, c'est généralement les premiers utilisateurs de voitures qui vont, par exemple, prendre des voitures de seconde main, des voitures d'occasion, et vont avoir donc, généralement plus d'accidents. Donc, c'est ça qui a été capté par le modèle. Donc, d'autres courbes comme celle-ci peuvent être utilisées pour montrer l'effet croisé entre deux variables. Donc, enfin, une fois avoir compris globalement le modèle, on peut regarder une analyse plus fine et locale. Donc, comme je le disais précédemment, une analyse locale se fait au niveau ici d'un assuré. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi le XGBoost a renvoyé telle prédiction pour cet assuré. Donc là, j'ai pris un assuré au hasard, donc complètement au hasard. Donc, j'ai surtout pris en fait un assuré où il avait une prédiction élevée pour comprendre pourquoi le modèle a renvoyé une probabilité de sinistre élevée. Donc ici, il a une prédiction de 40% prédite, donc soit 10 fois plus que la moyenne observée. Et donc, on voit ce qui est renvoyé par Lime et Chape. Eh bien, déjà, on est content parce qu'on voit que toutes les variables ont plutôt un rôle positif, c'est-à-dire que vont augmenter la probabilité de sinistre prédite. Donc là, ici, Lime dit que c'est parce qu'il a un bonus-malus qui est plus grand que 64 que c'est ça qui a l'effet majeur sur la prédiction, et le fait qu'il ait une voiture récente également. Donc, on arrive à comprendre, grâce à ces outils, pourquoi le modèle a envoyé telle prédiction. Pareil pour Chape, on peut interpréter. Donc, on voit qu'il y a des différences entre les deux méthodes parce qu'elles ne renvoient pas la même interprétation, mais elles vont quand même dans le même sens globalement. Et on voit globalement l'âge du véhicule a un effet prépondérant pour cet assuré. Inversement, j'ai regardé également un assuré particulier qui avait une prédiction très très faible observée, donc 2,38% par le XGBoost. Et de la même manière, on est rassuré de voir que ce soit Lime ou Chape, toutes les variables ici ont plutôt un rôle négatif sur la prédiction, c'est-à-dire qu'elles diminuent la probabilité de sinistre prédite. Donc Lime va dire que c'est plutôt le bonus-malus qui a l'impact le plus important, tandis que Chape va plutôt dire que c'est l'âge du véhicule. Et enfin, pour conclure sur ces méthodes qui permettent de comprendre localement un modèle complexe, avec les études qu'on a pu mener, on voit que Lime est bien plus rapide à ajuster, donc on peut avoir des résultats beaucoup plus stables et plus rapidement. Donc pour conclure, au niveau de l'application à la tarification automobile, donc on a rappelé l'importance de la précision, que ce soit pour générer du profit ou pour mieux maîtriser ses risques. On voit que le gain de performance est possible avec des modèles complexes type XGBoost, notamment sur la partie fréquentielle. C'est plus difficile sur la partie sévérité que je n'ai pas présentée ici. Sur les méthodes d'interprétation, à savoir Lime et Chape qui sont les plus répandues, Lime semble le plus rapide et le plus stable, mais Lime, inversement, est basé sur une théorie solide et serait peut-être plus facilement justifiable auprès de la CPR, par exemple. Des conclusions plus générales au niveau de l'interprétabilité d'un modèle. Donc, comme je mentionnais avant, le graphique ALE est à privilégier par rapport au graphique de dépendance partielle. Et enfin, sur le futur de l'interprétabilité, on voit qu'il y a des ajustements qui sont à mener, notamment sur la prise en compte de la dépendance entre les variables qui posent de nombreux soucis, que ce soit pour Lime, Chape ou d'autres méthodes. Il pourrait être intéressant de quantifier aux mêmes mesures, par exemple qu'un MSE ou qu'un taux d'erreur, de quantifier le niveau d'interprétation d'un modèle qu'on arrive à fournir. Et enfin, on peut également utiliser l'interprétabilité pour améliorer les performances et éventuellement corriger les faiblesses d'un modèle. Donc, j'ai notamment vu un article récent qui fait à peu près la même étude que moi sur la tarification automobile et utilise l'interprétation qu'on fait du XGBoost pour améliorer le GLM. Donc, on reste sur un modèle qui est intrinsèquement interprétable, qui sera peut-être plus facilement, on pourra le mettre plus facilement en production, mais on va le corriger et l'améliorer grâce à l'interprétation qu'on fait d'un modèle plus complexe. Donc, c'est des idées qu'on peut avoir si on ne veut pas forcément déployer le modèle complexe en lui-même. Voilà, c'est tout pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, j'ai regardé ça dans le chat et merci de m'avoir écouté. Alors, je vais essayer de faire le tour des questions.
Il y a une question qui est: avez-vous utilisé des modèles de substitution type GLM pour interpréter un modèle type machine learning? Si oui, est-ce que cela s'est avéré utile? Si on revient sur la définition de Lime, en fait, Lime, c'est exactement ça, c'est un modèle de substitution. Donc ici, en fait, j'ai présenté dans le cas où on utilise comme modèle de substitution une régression linéaire. Ça pourrait être très bien un GLM ou autre. Et donc, oui, ça s'avère utile parce que justement, Lime permet de mieux comprendre ces modèles complexes au niveau local. Il est souvent dit qu'un bon GLM est plus efficace qu'un bon modèle de machine learning en tarification non vie. Qu'en pensez-vous? Alors, on va dire que quand j'étais au niveau de mon mémoire, quand on est encore étudiant, on a toujours l'idée de dire le machine learning, c'est très bien et on a des meilleures performances, il faut l'utiliser, etc. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive en entreprise et qu'on voit qu'il y a l'histoire de mise en production, toutes les complexités qu'il peut y avoir de déployer un modèle de machine learning, pour moi, la question est moins tranchée qu'avant sur le fait d'utiliser un GLM ou un XGBoost. Sinon, au niveau des performances, il est vrai que globalement, un GLM est très proche des modèles complexes. On peut améliorer avec des modèles complexes les performances, mais ça reste généralement très, très proche. Oui, voilà. Donc, il y a une question: avez-vous essayé de combiner des modèles GLM et machine learning pour garder l'interprétabilité des GLM tout en détectant plus de signal via le réseau de neurones? Comme je l'ai mentionné en conclusion, c'est possible. Je ne l'ai pas fait dans mon mémoire, mais c'est bien possible. C'est justement, par exemple, avec une meilleure compréhension des interactions entre les variables qu'on fait avec des modèles complexes, on peut ensuite, après, intégrer, par exemple, avec un GAM, intégrer ces interactions et donc améliorer sensiblement les performances du GLM initial. En tarification santé, non, je n'ai pas d'expérience, désolé, je ne peux pas répondre à cette question. On me demande si côté provisionnement, on peut utiliser ces méthodes. Globalement, en fait, ça s'applique à toute méthode de machine learning. Donc oui, à partir du moment où on a une base de données, on applique un modèle, n'importe quel modèle, on peut utiliser ces méthodes et donc ça s'applique dans n'importe quel cadre. On me demande si c'est possible de recevoir les slides. Oui, ils vont être envoyés après, donc vous les recevrez normalement. Vous pourrez y accéder sur le site de l'Institut des Actuaires. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est quand Lime et Chef donnent des résultats différents, comment on fait le choix de lequel on croit en fait? En fait, déjà, quand on voit donc, la théorie de ces deux méthodes, donc elle est totalement différente. Il y en a un qui va dire au niveau local le poids de chaque variable, tandis que l'autre, il va donner la contribution de cette variable. Donc, en fait, rien qu'au niveau de la définition, en fait, ça ne renvoie pas du coup des valeurs qui sont comparables. Pareil, au niveau du GLM, j'avais fait l'étude. Si on applique ces méthodes, on aura des résultats différents, mais on peut comprendre et en fait avoir du recul dessus et savoir laquelle préconiser. Vous pensez quoi de l'avenir des réseaux neurones en actuariat? C'est une question qui est assez large et déjà, je n'ai pas fait de réseau de neurones dans mon mémoire. Je vais juste ajuster un modèle, mais je ne suis pas rentré dans les détails des réseaux de neurones. Ensuite, toute méthode qui permet donc un gain peut être utile. Après, de là à dire que les réseaux de neurones vont être déployés dans tous les domaines dès qu'on observe un gain, j'ai du mal à y croire. Ça reste des modèles plus compliqués à mettre en œuvre que d'autres et le gain qu'elles induisent n'est pas forcément assez important pour vraiment les mettre en production. Alors, quelle taille de données pour ces modèles peuvent-ils s'appliquer à des données de taille modeste et peu d'historique? Dans le cadre de mon mémoire, on avait 500 000 lignes environ, mais ces modèles peuvent s'appliquer à toute base de données. Donc, la confiance grandit quand on a plus de lignes, comme tout au final. Donc, oui, ça peut s'appliquer sur des tailles modestes, mais ça augmente
la volatilité des résultats. Quel logiciel as-tu utilisé pour les simulations et estimations? J'ai tout fait sur R. Donc, il y a beaucoup de packages sur R qui sont disponibles. Il y en a aussi pas mal sur Python. Donc, j'étais plus familier avec R, donc ça a été fait comme ça. Mais entre R et Python, les deux disposent de beaucoup de packages et c'est très facilement reconductible sur les deux logiciels. Il y a une question un peu longue, je vais la lire, je vais essayer de voir si je peux y répondre. Alors, on me demande, conseillez-vous la hache statistique et les courbes ICE pour la recherche exploratoire des interactions et potentiellement intéressantes à introduire dans le GLM? Oui, justement. Donc déjà, parce que quand on fait le GLM initial, si on ne parle pas de GAM, il n'y a pas d'interaction. Donc, on sait qu'on n'en aura pas. Si on met en place un modèle complexe, on sait qu'il va capter des interactions. Grâce à la hache statistique, on va pouvoir capter, on aura un coefficient qui va nous dire la force de l'interaction entre les variables, mais pas la nature de l'interaction. Avec les courbes ICE, on peut avoir une idée de la nature de l'interaction. Comme on voyait tout à l'heure, on a pu voir l'effet couplé d'avoir un âge, d'être jeune et d'avoir un véhicule puissant. Donc oui, je suis d'accord que une fois qu'on a fait ces constatations sur un modèle X, on peut les appliquer sur un GLM, donc il va devenir un GAM, et introduire l'interaction qu'on a pu capter par le modèle complexe. Des commentaires sur les temps d'exécution des modèles. Je ne sais pas si vous parlez des modèles de machine learning ou des méthodes d'interprétation que j'ai appliquées. Mais si je dois parler des temps d'exécution des modèles, comme je disais, XGBoost, il est globalement assez rapide à exécuter. J'avais tenté de mettre en place un random forest ou d'autres méthodes. C'était un peu plus long et plus complexe à mettre en œuvre. Sinon, sur le temps d'exécution des méthodes d'interprétation, si on parle de Lime et Shab, comme je disais, Lime est bien plus rapide vu que c'est juste ajuster un modèle de régression, alors que Shap, il fait plein de permutations et plein de combinaisons de variables, donc c'est très long à exécuter. La hache statistique qu'on mentionnait avant est également assez coûteuse en temps de calcul. Voilà. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Il y avait une question, c'est comment faites-vous le choix de la zone d'intérêt? Donc, je pense que ça, c'est sur la méthode Lime, si on revient dessus. Donc là, c'est un peu plus des détails techniques, mais donc en fait, la méthode classique de Lime, parce qu'il y a beaucoup de variantes qui existent, c'est de se placer au niveau du point, donc ici la croix rouge sur le slide, et regarder tous les points qu'il y a autour, et en fait d'attribuer un poids plus ou moins important selon la distance qui sépare l'instance qu'on veut prédire et les autres instances. Donc là, comment on fait le choix de la zone d'intérêt? Au final, on peut dire on prend toutes les données en fait, de la base, même ça sera peut-être trop coûteux, on va peut-être réduire par exemple à 10 000 points, 20 000 points, on peut faire des choix là-dessus. Et on va juste attribuer un poids à chacune des instances pour voir si elle aura un rôle important ou pas dans le modèle qu'on va ajuster. Donc ici, il n'y a pas vraiment de choix de zone d'intérêt. Ensuite, comme je disais, il y a d'autres méthodes qui existent, donc qui fait d'autres choix de la zone d'intérêt. Donc, par exemple, là, c'est un cadre de classification. Donc, Lime, normalement, il va construire une zone autour du point d'intérêt. Et la variante qui est proposée ici, en fait, c'est de construire une zone autour du premier point, du point le plus proche, tel que la prédiction change. Donc, voilà, il y a des choix qui sont possibles et des variantes. Après, voilà, il y a beaucoup encore de recherches sur le sujet. Quel est le problème, moins bonne réussite de votre approche avec la sévérité? Comme je disais, on a testé plusieurs modèles de machine learning aussi sur la partie sévérité. Donc, pour rappeler, c'est que la sévérité, on va modéliser que quand il y a un sinistre, le montant du sinistre.
Et donc, par exemple, la base de données initiale qui avait 600 000 points, on n'en avait plus, je crois, que 20 000 sur la partie sévérité. Donc déjà, on a beaucoup moins de points. Et on sait que quand il y a moins de points, en général, il y a moins possibilité de gagner en performance avec des modèles complexes du fait qu'il y a peu de points. On a même vu que, au final, sur les 9 variables qu'on avait à disposition, celles qui avaient vraiment de l'intérêt, il en restait que 3-4 sur la partie sévérité. Et donc, il était vraiment difficile avec ça d'augmenter sensiblement les performances du GLM classique. Je vois une question. Y a-t-il un biais de modèle si on prend en compte les interactions d'un modèle complexe dans un GLM? Il y aura, en fait, on peut dire qu'il y a toujours un biais dans un GLM dans le sens où il y a des contraintes de linéarité qui sont imposées. Pareil, la nature de l'interaction, elle est imposée. Donc, oui, on force le modèle à reproduire un phénomène. Donc, forcément, il y aura un biais, mais c'est du fait qu'on a imposé ces contraintes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un intérêt aussi des méthodes complexes, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hypothèse derrière, pas d'hypothèse de linéarité, pas d'hypothèse d'interaction. Et c'est le modèle lui-même qui va capter ces phénomènes et donc qui justement n'aura pas ce biais en fait. Voilà, je crois que c'était la dernière question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, je pense que ça sera tout. Non, je vois plus de questions. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vais vous envoyer donc, la présentation qui sera disponible sur le site de l'Institut. Et n'hésitez pas, si vous voulez échanger sur le sujet, je reste disponible. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.